Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir sur Lumière Intérieure, sur KTO. Et ce soir, nous allons parler cirque. Et cirque pas tout à fait comme les autres, avec un joueur de lutte, dompteur de fauves, équilibriste, directeur de cirque et poète, Alexandre Romanès. Bonsoir Alexandre Romanès. Bonsoir. Bienvenue sur KTO. Je suis très content d'être avec vous. C'est la deuxième fois que vous nous rejoignez. Je crois que vous êtes déjà venu. Je suis déjà venu 2 fois. Il y a quelques années, même Oui. 2 fois. Et donc là, on a l'honneur de vous recevoir à nouveau dans le cadre de votre spectacle du mois de février et dont vous allez nous parler. Qui s'appelle Folie Nomade, je crois. Folie Nomade. Je crois. Oui, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. Non. Vous en avez fait tellement que vous devez vous mélanger dans tous les noms de spectacles. Alors, vous avez un itinéraire un peu particulier et peut-être qu'on s'est dit ça avant de commencer l'émission, que j'allais commencer par vous demander comment est-ce que vous auriez envie de vous présenter? Alors, je m'appelle Alexandre Romanès, je suis né dans une famille gitane qui fait du cirque. J'ai fait du cirque dans ma famille, j'ai fait des numéros, j'ai même fait des numéros avec des fauves. Oui. Je ne voulais pas, mais mon père ne m'a pas laissé choisir, hein. Il m'a dit, voilà. Et puis, à 20 ans, donc je suis parti. Pendant des années, j'ai fait mon numéro d'acrobatie dans la rue. Dans la rue, c'est ça. Dans la rue. Donc tout seul. Je l'ai fait tout seul, comme un grand. Je l'ai fait longtemps. Et un jour, j'ai voulu monter un petit cirque. Alors quand on me dit, donc vous êtes le patron du... J'aime pas trop le mot patron, mais je dis, oui, vous avez raison. Je suis le patron du cirque, mais je suis aussi le patron le plus bidon du pays. Donc, Vous voilà. n'aimez pas trop diriger? Alors, non, je n'aime pas du tout. Oui, c'est pas ça. Vous êtes un artiste. C'est-à-dire que mon père, il avait le même problème. Mon père disait, il y a des emplois... Il disait, il faut être méchant avec personne. Mais il y a des employés, il ne faut pas être méchant avec eux, mais il faut faire croire que tu es méchant. Et ça, vous savez faire? Moi, j'y arrive même pas. Je n'arrive pas à faire croire. Donc, c'est difficile. Ouais. Pour moi, c'est pas simple. Et j'ai découvert, grâce à Lydie Datas, qui est le plus grand poète de la langue française, mais si vous voulez, on en parlera plus tard. J'ai découvert, alors elle m'a fait découvrir la littérature, que j'ai tout de suite éliminée. J'ai gardé la poésie. Et en musique, elle m'a fait découvrir la musique classique, que j'ai écartée, et je n'ai gardé que la musique baroque. Mmh. Et je joue du luth renaissance et du luth baroque. Et je recommence à donner des concerts. Mmh. Voilà. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que j'écris de la poésie. Donc c'était complètement fou, puisque... Et là, je vais, dans pas longtemps, publier un autre recueil de poèmes qui sera, je pense, mon plus beau. Voilà, donc, voilà. Ça, c'est réjouissant. Et j'ai la chance d'avoir 5 filles, ce qui n'est pas banal. Et d'ailleurs, quand on me dit, mais vous avez combien de filles? Et j'ai toujours la même réponse, j'en ai assez. Vous avez été gâté. Heureusement que j'ai mes filles. Oui. Qui travaillent avec vous d'ailleurs dans ce cirque. Absolument. Vous travaillez tous ensemble, c'est un cirque familial, donc ça c'est quand même une spécificité. Bien sûr. Peut-être que vous avez envie de nous expliquer quelles sont les autres spécificités de ce cirque Zigane. Donc c'est pas un cirque immense, c'est ça, vous n'aimiez pas ces grosses usines. Oui. C'est un cirque on est proche de vous. Le chapiteau est tout petit, il mesure 20 mètres. Donc vraiment, c'est très chaleureux finalement. Et puis il y a notre musique Zigane, qui est ininterrompue pendant 2 heures. Les numéros s'enchaînent sur un rythme très rapide. Il y a des petites choses entre qui sont marrantes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les gens sortent en disant « on revient » ou alors « on vous envoie nos amis ». Oui, ils ont été touchés. Oui, ils ont été touchés. Oui, il y a une chose qui revient tout le temps, c'est votre spectacle nous donne du courage. Ah tiens. Et je trouve que... Ça, c'est lié à quoi? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ce qu'on nous dit. Oui. Voilà. C'est un beau compliment, parce que le plus grand, le plus ceci, le plus cela, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais là, je trouve qu'il y a un intérêt. C'est joli. Bien sûr, donner du courage, parce qu'il y a de la beauté, il y a de la poésie. Je crois que c'est aussi une des spécificités de votre spectacle. Tout le monde dit que c'est très poétique. Très poétique. Oui.
Vous voulez rien de Oui. voyant, tape à l'œil. Il n'y a tout rien en- de, on pourrait dire, rien de commercial. Ouais. Voilà. Et on a un beau public. Du coup, on a un public, je dirais, exceptionnel. Voilà. On ne fait pas du cirque comme les autres. Et finalement, on a un public incroyable. Voilà. Alors, peut-être que vous avez envie de nous partager. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas été à l'école. C'est Donc, vrai. vous avez une enfance quand même un peu particulière. Alors, j'ai été à l'école quand j'avais 8 ans. Mon père a voulu. Et j'ai fait 3 écoles en 6 mois. Je ne me suis jamais assis sur le banc. Et donc, mon père, au bout de la 3e, a dit, mais bon, c'est pas pour lui. Et alors, ce qui est un peu rigolo, c'est que la dernière école, c'était une école. Alors, moi, je voyais des prêtres. Ils avaient une grande tunique et on disait des frères. Ah oui. Voilà. C'était le collège Saint-Joseph à Dijon. D'accord. Et il y a eu confesse. Oui. Et on était à la queue leu. Et quand je suis rentré dans on dit le confessionnal, je crois, Oui. le prêtre me dit, mais tu fais tout bien, parce qu'on devait noter les choses mal qu'on avait fait. Ben, je dis, d'abord je ne savais pas écrire, je dis, ben non, de toute façon, il me dit, mais je dis non, il y a des choses que je fais qui ne sont pas bien. Et il me dit, pourquoi tu ne veux pas le dire? Bon, je dis, si, il y a une chose que je trouve très mal, c'est que je vole de la confiture. J'avais 8 ans. Et le prêtre m'a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas écrit Et j'ai eu cette réponse quand même assez surprenante pour un enfant de 8 ans. J'ai dit, Dieu ne s'intéresse pas au vol de confiture. Et le prêtre m'a donné raison. Il m'a dit, mon garçon, tu as raison, Dieu ne s'intéresse pas au vol de confiture, et tu peux même continuer. C'est quand même étrange. Oui, il m'a dit, tu peux continuer. Alors, vous en pensez quoi Ben, aujourd'hui? j'ai Il avait continué. raison. J'ai mangé Voilà un tout le drôle pot. de confesseur. Oui, vous voyez, c'est... Ça a commencé votre Oui. vie avec Dieu de manière pour le moins Oui. originale. Et j'ai découvert, alors j'ai des poèmes où je parle du Christ, et je m'aperçois que finalement, je savais assez peu de choses sur le Christ. Et ce qui m'a étonné, c'est que comme ce prêtre qui joue du luth me dit viens assister à la messe, après on ira boire quelque chose, on va parler. Donc ça, c'est une anecdote récente qui vous est arrivée. Vous me disiez que vous n'étiez encore jamais allé à la messe. Non, ça m'est arrivé il y a maintenant plusieurs années. D'accord. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que en fait, l'église est à côté du cirque, et c'est tellement facile, et tous les dimanches matins, j'assiste à la messe. Chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Et je commence à avoir une idée du Christ qui n'est pas banale. Alors, je ne sais pas si j'ose vous en parler. Je me jette et je vous dis ce que je pense vraiment. Ah bah comme vous voulez. Comme vous Alors, voulez. en fait, ce que j'ai compris, c'est que je pense qu'on nous a menti. Ah, Le Christ n'était pas un homme, c'était une femme. Alors mes amis, quand je parle de ça, me disent « Oui, mais tu as trouvé un moyen pour, comment dire, pour diminuer la pensée du Christ ». Je dis « Pas du tout, c'est même le contraire, parce que moi, le Christ, je l'ai mis très haut et je n'ai mis personne au-dessus du Christ. Donc c'est pas du tout pour le diminuer ». Et on me dit « Mais pourquoi dire que le Christ, c'était une femme ?» Je dis, mais écoutez ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Toutes les décisions qu'il prend, tout ce qu'il dit a la marque du féminin. Il ne parle jamais comme un homme. Il faut que je vous dise aussi, c'est que je n'ai pas une énorme sympathie pour les hommes. oui, ça se voit dans ce que vous dites. Voilà, ça se voit. Peut-être. Dans votre étrange thèse. Vous savez que tout le monde cherche un coupable Oui. entre les Palestiniens et les Israéliens. Et moi, le coupable, je le vois bien au-dessus de tout ça. C'est l'ADN de l'homme. L'ADN de l'homme, c'est une catastrophe. Donc vous sentez qu'il y a une sorte de chose cassée dans l'être humain. C'est ça. ouais. Et attention, ce n'est pas l'ADN de la femme. On n'est pas parfaite non plus, il me semble. Je ne dis pas que la femme est parfaite, Non. mais la femme n'est pas une tueuse. Et le meurtre est dans l'homme. Et je vais vous donner un autre exemple. La France, en gros, existe depuis 1000 ans. Il n'y a pas une génération de Français
qui n'a pas connu la guerre. Ce pays est en guerre, alors que j'allais presque dire j'adore. Non, on adore Dieu. J'aime beaucoup la France. Moi, je suis triste de voir qu'il y a des Français, par exemple les Français qui massacrent la langue française. Mais c'est abominable ça. Que les étrangers parlent mal français, je l'accepte. C'est pas leur langue. C'est pas de leur faute. Mais quand votre langue maternelle, quand vous êtes français et que vous ne pouvez plus dire le mot travail, il n'y a plus que le mot job. Vous ne pouvez, pourquoi fake news? On ne peut pas dire fausse nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette mode stupide? Ça montre votre passion pour les mots. Peut-être que vous pouvez nous en parler d'ailleurs. J'aime énormément la langue française ouais. et la culture française. Il y a quelqu'un en France, malheureusement, qui a dit il n'y a pas de culture française. Cet homme est complètement ignorant. La culture française existe et elle est très belle. Et moi qui fais du baroque, il y a le baroque, il y a deux baroques. Il y a le baroque italien et le baroque français. Je préfère le baroque français. Voilà. Et la culture française est magnifique. Le pays est magnifique. Il y a des régions splendides en France. Et les gens aussi, ils sont attachants. Moi, j'entre dans un bar en France, je suis à l'aise. Quand j'étais jeune, on me posait la question, vous êtes français ou vous êtes tzigane? Et bêtement, je disais, je suis tzigane. Je ne fais plus cette erreur. Maintenant, bien sûr que je suis tzigane, je ne vais pas le nier, mais je suis français aussi. Ouais. J'ai presque envie de dire, je suis d'abord français, tellement j'aime. Alors je fais un petit écart avec le baroque. J'aime beaucoup aussi la musique de Maurice Ravel. Ah oui. Voilà, j'aime énormément. Ah oui, ça m'étonne pas. J'ai envie de dire, Maurice Ravel et la musique baroque. Ça, c'est vos deux passions musicales. Oui, absolument. Et vous avez commencé le luth à quel âge? Je donnais des coups de bâton à des lions, parce que mon père m'a mis dans une cage avec des lions, et Lydie Datas m'a discrètement retiré le bâton et le fouet, qu'elle a remplacé par un luth. Et d'ailleurs, dans un de mes textes, je dis, par ce remplacement et par cette connaissance avec cette jeune femme, c'est les deux choses les mieux qui me sont arrivées dans ma vie. Mais c'est-à-dire que vraiment, physiquement, elle vous a donné un luth? Elle m'a mis un luth dans les mains, bien sûr. Et elle vous a appris à en jouer? Alors après, je me suis tout de suite inscrit à un conservatoire qui s'appelait le KL à Bourg-la-Reine. Ouais. Mon premier prof s'appelait Pascal Boquet, ouais, qui est une très très grande luthiste. J'ai commencé avec elle, puis après, Et vous avez appris le solfège? Voilà, oui. Oui. Et donc et la musique baroque, c'est magnifique. Je vous avais entendu en 2019 dans une émission, je crois sur France 2, et vous disiez « je voudrais m'y remettre ». Je m'y suis remis. Ah, donc vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Je m'y suis remis il y a environ 4 ou 5 ans, et je fais tous les jours 3 ou 4 heures de musique. Ah là là, incroyable. Tous les jours. Et j'ai recommencé à donner des concerts. J'ai déjà donné 2 concerts. Extra. J'en suis pas trop mécontent. Bon, alors nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette émission. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va vous donner des mots, 4 mots, et à vous de dire ce qui vous inspire ou ce qui ne vous inspire pas d'ailleurs. Et nous, on vous écoutera et on se laissera emporter par vous. D'accord. Merci beaucoup et à tout de suite. À tout de suite. Très bien. Nous sommes sur KTO dans Lumière intérieure et nous sommes avec Alexandre Romanès. Alors Alexandre Romanès, le premier mot ne vous surprendra pas pour penser à vous. Ce premier mot, c'est nomade. Ah oui, le nomadisme. Le nomadisme, on a un peu oublié ça dans le monde, mais c'est quelque chose qui est... la sédentarisation, c'est très récent. Et le nomadisme, c'est une vie pas facile, mais c'est une très belle vie. Et on n'a pas ça dans la sédentarisation. Alors justement, qu'est-ce que vous auriez envie de nous décrire comme expérience particulière d'une personne qui vit comme nomade, ce qui est votre cas? Quelles sont vous dites les qualités, puis peut-être qu'après on pourra dire aussi les épreuves particulières à ce type de vie.
Mais dans le nomadisme, ce qu'il y a de joli, c'est que donc moi, en tant que gitan, je vis dans une caravane, je pousse la porte, je suis dehors, et devant ma porte, on a fait un feu. Et moi, le matin, quand je me lève, je suis le premier à me lever de la tribu, je prends mon luth, et il y a encore quelques braises et je me mets avec mon instrument, et je ne peux pas faire ça dans une ville ou en vivant dans un appartement. C'est unique. Et si je regarde autour de moi, il y a la campagne. Donc la campagne, c'est toujours beau. Voilà. Et puis le rapport, ce que je trouve très joli aussi, c'est le rapport entre les hommes et les femmes dans le nomadisme. Parce que tout le monde est extrêmement utile. Et il n'est pas question de mettre les femmes à l'écart. D'ailleurs, même si il y en a qui le voudraient, ils n'y arriveraient pas. Et ça, c'est beau. Ça favorise les contacts entre les hommes et les femmes. Parce que chacun a sa mission pour la vie Exactement. commune. Chacun a sa place. Et tout le monde est d'une grande utilité. Dans un de mes livres, je dis que les hommes savent des choses que les femmes ignorent. Et je dis, et les femmes savent des choses que... comment j'ai dit ça? Les hommes savent des choses que les femmes ignorent, et les femmes savent des choses que les hommes ignorent. Et donc, tout le monde est d'une grande utilité. Et on a un lien avec l'aristocratie, du coup. Car on le dit pas, mais les aristocrates, c'était des nomades. Ils allaient dans le château l'hiver ou quand la guerre arrivait. Mais dès que le beau temps arrivait, ils se promenaient dans leur terre et ils vivaient dans la tente. Et à l'entrée du village, il y avait les aristocrates. Et à la sortie du village, ou le contraire, il y avait le campement de Zégane. Et le soir, les deux communautés se rejoignaient. C'est-à-dire que nous, on faisait de la musique pour eux, on soignait leurs chevaux, il y avait plein de choses en commun. Il y a une expérience de liberté de cette vie-là, mais aussi de vie en tribu, j'ai l'impression, une vie très communautaire. Oui, absolument. Et puis, ce qu'il y a de joli, et malheureusement, c'est en train de se perdre, mais heureusement, il y a encore quelques tribus qui sont authentiques. La transmission père-fils, mère-fille est très importante. La transmission qui, malheureusement, marche de moins en moins en France. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de problèmes. Et donc la transmission fonctionne parce qu'on a beaucoup de temps ensemble oui. Auprès du feu, oui. justement. Oui. Je remarque que les anciens, dans les tribus de Zégane, prennent du temps pour parler avec les jeunes. Et malheureusement, dans la société, où sont les grands-parents? Ils ne sont pas là. Et c'est bien triste. Et vous arrivez Moi, à être... je dois énormément à ma grand-mère. Ah. Énormément. Bon, voilà. Donc, on lui rend hommage ce soir. Est-ce que vous arrivez à être libre par rapport aux écrans dans les jeunes générations des nomades, ou est-ce que vous êtes aussi pollué par ces écrans qui empêchent souvent les relations? Alors, j'ai fait faire un écriteau que je vais coller dans les jours qui viennent. Quand on entre dans le cirque, sur l'écriteau, il faut brûler tous les écrans. Voilà ce que je pense des écrans. C'est une catastrophe. On est en train de tuer la jeunesse avec les écrans. Mes enfants n'ont pas d'écran. Et mes filles n'ont pas d'écran. Elles ne sont pas malheureuses. Et elles parlent plusieurs langues. Elles connaissent très bien la culture française et tzigane, mais française. Voilà, et il n'y a pas d'écran. Est-ce que le fait d'être nomade fait grandir le détachement par rapport aux choses matérielles, une forme de liberté aussi par rapport aux choses qu'on possède? Alors vous avez prononcé un mot épouvantable, les choses qu'on possède. Oui. Dans le nomadisme, on ne possède rien. Oui. Voilà. D'ailleurs, je raconte dans un de mes livres, il y a une belle histoire comme ça. Il y a une religieuse
qui est la plus âgée du monastère. Et le gars qui la questionne lui dit « Mais finalement, je remarque que vous ne possédez rien ou pas grand-chose. » Et elle a une réponse exceptionnelle. Elle dit « Devant Dieu, il vaut mieux arriver les mains vides devant Dieu. » C'est une belle réponse. Magnifique. Et ça, c'est une expérience spirituelle que vous comprenez bien de l'intérieur. Absolument, absolument. D'avoir les mains vides. C'est très important. Très important. Il y a des gens qui accumulent, c'est pas terrible. Dans une de vos interviews, je vous entendais dire que vous plaisantiez sur le fait qu'on vous accusait de manger tous les chats du 16e. Oui. Et vous aviez répondu, maintenant on va manger tous les chiens pour rire. Oui. Et les gens n'avaient pas trop ri. Oui. Et cette petite anecdote m'a fait réfléchir sur le regard qu'on pose sur vous. Est-ce que ça vous est difficile? Est-ce que ça vous est pénible? Non, moi je trouve ça rigolo. Vous savez, quand mes livres, à la fin du spectacle, je présente mes livres et puis et je dis, écoutez, ce serait bien de les acheter ici, là, sous le chapiteau, parce que pour moi, c'est tout bénef. Et j'explique, et je dis, alors pourquoi bénef, tout bénef? Et je dis parce que je les vole à la FNAC. Et non, je ne les vole pas, là. Je n'ai jamais rien volé. Sauf de la confiture. Oui, vous avez raison. Mais la moitié des gens qui sont là pensent que je dis la vérité. Bon, moi, ça m'amuse. Ça ne me dérange pas. Donc ça, c'est pas lourd pour une tribu tzigane d'avoir un regard sur soi, un peu avec ses préjugés? Non, mais vous savez, non, ça me... Non, moi, vous savez, il y a une insulte en Espagne, une insulte très utilisée. On dit, tu vois, ce gars-là, il est plus heureux qu'un pou sur un gitan. Moi, ça m'amuse. Et en Espagne, il y en a plein des insultes comme ça. Nous concernant, moi, ça m'amuse. Je ne vais pas me fâcher. Je suis presque attentif à ce genre de choses. Oui, on voit que vous prenez ça en amusement et vous l'utilisez pour rire vous aussi. Oui. Alors peut-être qu'on peut passer au deuxième mot. Et ce deuxième mot vous ressemble aussi. Ce deuxième mot, c'est poésie. Oui, j'aime beaucoup la poésie. C'est-à-dire que quand Lydie Datas m'a fait découvrir la littérature, très vite j'ai éliminé. Et alors, et puis elle me pose la question, elle me dit, mais je vois bien tu ne t'intéresses qu'à la poésie, et pas, le roman ne t'intéresse pas. Et je lui fais cette réponse, pourquoi lire une histoire qui prend 300 pages alors que le poète va te dire la même chose en 2-3 lignes. Et elle m'a fait un grand sourire et elle ne m'a rien dit. Elle n'a dit ni oui ni non. Et moi, je pense qu'elle était d'accord avec moi. C'est sûr que c'est la différence entre Jean de La Fontaine et Proust. Voilà. Et d'ailleurs, Lydie Datas n'a jamais fait de roman. Jamais. Et vous avez écrit votre premier poème à quel âge? Alors, ça s'est passé très bizarrement. Ma femme était en train d'accoucher dans la caravane. J'avais vu l'accouchement d'avant. Et je dis à tous les hommes, ne regardez pas les accouchements. Les femmes l'ont intégré, mais pas nous. Nous, c'est un traumatisme pour un homme. Alors, j'étais couché dans l'herbe, à côté de la caravane. Et là, j'ai eu 3-4 poèmes qui me sont venus. J'ai dit, tiens, oui, parce que j'avais déjà publié Un peuple de promeneurs, où je racontais des histoires gitanes, les histoires que j'avais entendues, que j'avais vues. Et là, j'ai dit, tiens, c'est marrant, mais les poèmes, les 3-4 poèmes, ils sont pas mal. Et je les ai fait remettre on les a rajoutés au peuple de promeneurs. Et en fait, j'ai jamais pensé qu'il y en aurait d'autres. Et 3-4 mois plus tard, j'en ai eu 5 ou 6. Et puis j'en ai eu encore... et finalement, eh bien, ça a donné un premier recueil de poèmes qui s'appelle Paroles perdues. Et vous avez rencontré des poètes célèbres, Jean Genet, Jean Grosjean et Jean Grosjean. Christian Bobin. Alors, comment est-ce que vous avez fait ces rencontres incroyables? Le hasard. Jean Genet, je faisais mon numéro sur le terre-plein du boulevard de Clichy. Il s'est arrêté, il s'est mis dans le cercle. Et après... il est venu vers moi, il m'a serré la main et il m'a dit « mais j'aimerais beaucoup vous parler, mais je ne peux pas, je dois aller à Orly et je suis en retard ».
Et moi, j'avais une petite 4L, j'ai chargé mon matériel dans la voiture, sur le toit, et je voyais qu'il n'arrivait pas à arrêter un taxi. Donc je lui ai proposé de l'amener à Orly. Et on s'est très très bien entendu. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Et il me dit, quand je reviens, il a pris mon téléphone, je vous appelle. Puis, quant à Jean Grosjean, c'est autre chose. J'étais assis dans le hall d'entrée de Gallimard, et puis j'attendais Lydie Datas, qui elle avait été voir Gaston Gallimard, qui était le créateur de la maison. Et Jean Grosjean est passé devant moi, il s'arrête et il me dit, en me montrant du doigt, chose qu'il ne faut jamais faire, il me dit, vous êtes gitan? Je dis oui. Il me dit, suivez-moi, on a des choses à se dire. Et je suis monté dans son bureau. Et aujourd'hui, alors, sur Parole perdue, oui, c'est dans Parole perdue, il m'a fait une préface de 4 pages. Et le prochain que je vais publier, j'ai encore une préface de Jean Grosjean et une lettre, donc ça fait 2 pages, et une lettre qu'il m'a envoyée, je crois, 2 ou 3 jours avant de mourir. Il me l'a envoyée de l'hôpital. Et dans la lettre, il dit qu'il aurait aimé écrire les poèmes. Mais Jean Grosjean, sur Arte, il a quand même dit que mes poèmes, c'était du diamant. Ah, c'est un bel hommage. Qui est un beau, oui. Ça a dû beaucoup vous toucher. Oui. Et Christian Bobin? Christian aussi, il était il aimait beaucoup mes poèmes. Lydie Datas m'a envoyé un petit mot il n'y a pas longtemps en disant « Tes poèmes, c'est une histoire de fou. C'est incroyable que tu es un grand poète. Cette histoire est une histoire de fou. » Je suis d'accord avec elle parce que je n'ai même pas été à l'école. Vous voyez, j'ai appris à lire, à écrire et compter. J'avais 20 ans. Bon, ça m'a pris une semaine. Hein. Ça, je ne sais pas... Mais voilà, c'est quand même étonnant, quoi. Et vous diriez que vous avez un message à faire passer à travers ces poèmes? Ou c'est juste de la musique, des mots en vous? Non, j'essaie de dire des choses. Je dis, il vaut mieux vivre dans une décharge municipale avec une femme qui vous aime que vivre seul dans un palais à Venise. Vous voyez, je dis des choses comme ça. Des choses de votre cœur. Je dis, aimer, c'est souffrir. Prendre sa femme dans ses bras, rire avec ses enfants. Qui ira le premier enterrer l'autre? Vous voyez, j'essaie quand même de dire... La belle phrase ne me suffit pas. J'essaie de dire quelque chose. Quelque chose de vrai et de vécu. Oui, alors oui. justement, vous avez préparé un poème à nous lire. Est-ce que vous avez envie de le faire maintenant? Oui, pourquoi pas. J'en ai préparé. J'en ai même préparé plusieurs, mais bon... Aucune reine n'a été aimée comme j'aime mes filles. Et pourtant, un jour, il faudra partir, les quitter. J'aimerais tellement rester avec mes filles. Mais comment faire? Ma mère marchait devant moi comme une reine d'Égypte. Sans rien dire, elle se retournait et me giflait violemment. J'ai mis du temps pour comprendre les gifles de ma mère. Aujourd'hui, je les regrette. Je vous en lis encore un autre? Volontiers. Je n'ai jamais vu mon père verser une larme, mais quelques heures avant de mourir, je l'ai vu pleurer. J'espère que je serai plus fort que lui. Alors là, c'est pas expliqué. Là, en fait, ma plus jeune fille, qui avait 3-4 ans, a une boule qui lui a poussé dans la nuit, et avec ma femme, on a pris peur. Et on l'a amené à l'hôpital. Et l'hôpital ne m'a pas laissé entrer que ma voiture. Donc je me suis garé assez loin de l'hôpital, j'ai pris ma fille dans les bras, et en entrant dans l'hôpital, j'ai eu ce poème. Parce que moi, les poèmes, je les écris d'une traite. Je ne me suis jamais mis à une table pour écrire. Ça vient ou ça ne vient pas. Et j'ai ce poème que moi, je trouve assez beau. Quand je suis entré dans l'hôpital avec ma fille dans les bras, j'ai pensé, mon Dieu, faites qu'elle sorte vivante. Ne m'obligez pas à devenir le plus grand poète. Bon, il y en a d'autres. Comme j'ai dit l'autre jour à des amis, j'ai peu de livres, mais je n'ai pas de mauvais livres. Alors on va passer au 4e mot,
Et ce quatrième mot ressemble à votre dernier poème. Ce quatrième mot, c'est prière. Alors c'est encore une bizarrerie, je n'ai jamais prié. Mais tous les dimanches matins, j'assiste à la messe. Alors je parlais avec une religieuse il n'y a pas longtemps, une femme qui est dans un monastère, et puis elle avait tous mes livres, et je lui dis, vous allez me trouver bizarre, mais je n'ai jamais prié. Et puis elle réfléchit un instant, elle me dit, Alexandre, vous n'avez pas besoin de prier. Ah bon? Je lui dis, vraiment? Elle me dit, non. Elle me dit, vos poèmes sont des prières. Parce que pour vous, prier, c'est quoi? Je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas. Quand vous dites vous n'avez jamais prié, ça représente quoi dans votre tête, prier? Il faut dire aussi que je suis d'une pudeur presque exagérée. Peut-être que, voilà, peut-être que ce serait quelque chose qui, je ne sais pas. Mais je ne désespère pas. Vous savez, d'ailleurs, la prière, le Notre Père est une très belle prière. Mmh. Je la connais, mais je ne la dis pas, mais je la connais. Mais dire à Dieu, mon Dieu, faites que mon enfant sorte vivant, c'est une prière. Oui, c'est une prière, bien sûr. bien sûr. J'utilise souvent le mot Dieu, très souvent. Oui. D'ailleurs, j'ai un poème qui dit, avec les années, je ne sais pas si je le dis exactement, mais bon, avec le temps qui passe, j'ai élagué ma vie comme les branches d'un arbre. Maintenant, il n'y a plus que mes filles et Dieu. Vous voyez, je remets Dieu. Souvent dans mes poèmes, il y a le mot Dieu, l'appellation Dieu. Et Dieu est une présence pour vous au quotidien? Pour moi, oui. Oui, je trouvais. J'avais une discussion encore, c'était hier, en disant, mais les hommes autrefois disaient, je disais, c'était une belle pensée. Les hommes disaient, je suis dans la main de Dieu. Je trouvais que c'était joli. Très joli. Je pourrais dire la même chose. Vous vous sentez dans la main de Dieu? Oui, je pourrais le dire. Et Dieu vous accompagne comme si vous étiez blotti là-dedans, au creux de sa paume? Absolument. Absolument. Du coup, ça vous donne confiance? La confiance, je l'ai. Oui, la confiance, bien sûr. Il faut être tourné vers Dieu, voilà. Et là, on a la confiance, elle vient aussi. Et puis, il ne faut pas trop regarder autour de nous, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais j'avais une autre religieuse qui me disait, je me plaignais un peu des gens, elle me dit, mais Alexandre, tu es dans l'erreur, les gens sont perdus. Elle m'a dit ça, elle m'a dit, regarde autour de toi, et les gens sont perdus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui errent. Qui errent, absolument. C'est bien triste. Est-ce que pour vous, un spectacle, ça peut être une prière? Une danse de vos filles? Alors, moi, j'ai du plaisir à voir le spectacle qu'on fait, mais je ne suis pas un fou du spectacle. J'avais vu au Palais Garnier, donc à l'opéra, j'avais vu, mais c'était il y a longtemps, un opéra qui d'ailleurs était très beau. Je descendais les marches et j'ai eu cette pensée, et je l'ai mis dans un de mes livres. J'ai eu cette pensée, un très beau spectacle ne vaut pas une promenade dans la campagne. Et je ne suis jamais sorti de ça. En fait, vous n'aimez rien tant que la pureté de la nature. Moi, mon plus grand plaisir, c'est de me promener dans la campagne, avec, voilà, et puis faire des rencontres. Les rencontres, je trouve ça magnifique dans la vie. Voilà, ça m'intéresse. Après, je ne suis pas vraiment un homme de spectacle. Mon spectacle, j'essaie de le faire le mieux possible, parce que je ne veux pas voler les gens, je ne veux pas les tromper. Je veux qu'ils passent un bon moment, mais je ne suis peut-être pas un homme de spectacle. Pas tout à fait. Vous êtes plus un homme de silence, en fait. Alors, j'aime beaucoup le silence, ça c'est vrai. C'est vrai.
Alors on va passer au dernier mot. Et ce dernier mot, c'est paradis. Ah là, vous me bloquez un peu, là, parce que qu'est-ce que je peux vous dire sur le paradis? J'ai presque envie de dire le paradis, c'est l'autre. J'ai écrit, il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit deux choses qui sont peut-être un peu étonnantes. J'ai écrit « Il n'y a rien de plus beau qu'un homme et une femme qui s'aiment ». J'ai écrit ça. Et puis j'ai écrit autre chose qui est un peu dans ce genre-là. J'ai écrit « Quand on aime la vie, on aime les femmes ». Et vous me questionnez sur le paradis. Pour moi, le paradis, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport avec elle. Si le rapport est parfait, on peut peut-être utiliser le mot paradis. Donc ça vous dit quelque chose d'une beauté, d'une relation de communion qui remplit le cœur de gratitude, de joie. Et ça vous donne une impression de ce que devrait être le paradis. Oui, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que d'aimer. Et peut-être que c'est ça le paradis. C'est tout simplement, si on a la chance d'aimer et d'être aimé, oui, peut-être que ce mot-là va très bien. Peut-être. Et si Dieu est amour, alors rencontrer Dieu, c'est peut-être aimer comme il aime, et du coup être dans cette relation d'amour que vous avez aperçue comme étant le paradis. Je n'ai plus rien à dire. Je suis d'accord avec vous. Vous citez souvent cette phrase que j'ai reconnue comme venant du livre de Dostoïevski. Nous nous reverrons, n'est-ce pas? Nous nous reverrons, c'est la fin des frères Karamazov. Moi, je l'utilise souvent, cette... Et vous dites souvent ça, je vous ai entendu plusieurs fois. Oui, parce qu'il y a 2 ou 3 choses qui m'ont vraiment... qui m'accompagnent tout le temps. C'est cette phrase du Christ, « Nous nous reverrons ». J'y tiens beaucoup. Il y a une autre pensée, « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Voilà, et ça, et puis, il y a une troisième pensée qui, je crois, se traduit dans mes livres, qui vient d'un grec de l'Antiquité. « Ne dis pas avec 3 mots ce que tu peux dire avec 2 ». Et je suis absolument d'accord avec ces 3 pensées que je viens de vous dire. Alors, nous nous reverrons, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que tout ne s'arrête pas à la mort. Qu'il y a donc un paradis. Oui, il y a un après. Il y a un après. D'où l'espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir. Et nous nous reverrons, ça veut aussi dire nous nous reverrons pas simplement d'âme à âme, mais en retrouvant le visage de celui qu'on a aimé? Absolument. J'ai des poèmes sur... on n'a pas eu le temps de... J'ai des poèmes sur le Christ où je dis, entouré de mes filles, j'aurais aimé faire quelques pas près de toi. Je crois que j'ai quelques très beaux poèmes sur le Christ. Et vous croyez à la résurrection du Christ, donc? Absolument. Et si Jésus est ressuscité, alors nous nous reverrons. C'est ça le fondement de... Exactement. Exactement. Et nous connaîtrons son visage. Et si votre bizarre thèse de tout à l'heure est vraie, n'est-ce pas? Ou si vous voyez le visage d'un homme quand vous croiserez Jésus de Nazareth ressuscité. Oui, ma croyance en Dieu est très forte et comme je vous l'ai dit, je crois au début, j'ai mis le Christ très haut et je n'ai mis personne au-dessus du Christ. Personne. C'est sa manière d'aimer qui vous touche le plus? Oui, parce que, comment dire, quand vous avez affaire à un criminel et que vous ouvrez vos bras, je veux dire, moi je n'en suis pas capable. D'ailleurs, j'ai un petit texte à un moment, je ne sais plus dans quel livre, où je dis « La sainte est ce qu'il y a de plus beau ». Oui, parce que la sainte, le Christ, c'est très proche tout ça. « La sainte est ce qu'il y a de plus beau, car elle peut prendre tous les hommes et toutes les femmes dans ses bras. Moi, je ne peux pas prendre tout le monde dans mes bras. La sainte, elle peut le faire, et c'est bien qu'elle le fasse. »
Donc ce qui vous touche, c'est la largesse de l'amour et l'universalité de cet amour et le pardon aux criminels. Absolument. C'est la force des évangiles, c'est que, voilà. C'est vrai, c'est la force des évangiles. Les autres religions n'ont pas ça. Et tout ce qui n'est pas donné est perdu, alors expliquez-nous. C'est très beau aussi, parce que vous vous rendez compte, dire tout ce qui n'est pas donné est perdu, c'est magnifique. C'est une pensée qui vient de l'Inde. Je n'ai jamais pu savoir qui l'avait dit, mais peut-être Bouddha tout simplement, mais c'est vrai que c'est une très belle pensée. D'ailleurs, le Christ aurait pu dire la même chose. Il aurait pu. Mais ne dis pas avec 3 mots ce que tu peux dire avec 2. Le Christ aussi aurait pu le dire. En tout cas, il avait des paroles laconiques lui-même. Oui, les béatitudes, c'est très court. Oui, ça lui correspond, bien sûr. Et tout ce qui n'est pas donné est perdu, ça veut dire que tout ce qu'on donne porte un fruit pour l'éternité pour vous. Absolument. Même une toute petite chose comme donner un sou à un pauvre, pour vous, ça a un poids d'éternité? Il n'y a pas de petites choses, tout est important. À un moment, dans un de mes livres, je dis je sors de cette monstrueuse machinerie du métro et une femme me fait un joli sourire. Et par son sourire, elle a rendu humain toute la monstrueuse machinerie du métro, par un simple sourire. Voilà. Mais donc ce qu'on n'aura pas donné, ça nous fait faire un examen de conscience. Il y a des choses que vous n'avez pas données, vous? Qu'est-ce que j'ai pas donné? Vous savez, quand on est jeune, on fait beaucoup de bêtises et on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, oui, à 20 ans, je fais encore des bêtises. Hein. Je ne suis pas... Mais enfin, à 20 ans, on en fait beaucoup plus. Et ça, vous regrettez un peu? Vous savez, mais tout le monde a ce regret. Tout le monde dit, ah, si je pouvais refaire. Oui, il y a plein de choses que je ne ferais pas et il y a plein de choses que je ferais. Par exemple, j'aurais beaucoup aimé diriger, en tant que chef d'orchestre, un orchestre baroque. Parce que moi, j'ai une bizarrerie en moi, c'est que les poèmes, je les réécris, et la musique, je la transforme aussi. Bon, je ne serai jamais un chef d'orchestre. Par contre, les poèmes, ça dépend que de moi. Et ça m'a un tout petit peu inquiété, mais je savais que Jean Grosjean faisait la même chose. Je profite pour vous dire que Jean Grosjean est immense. Merci beaucoup. Et il parle du Christ, et il en parle beaucoup mieux que moi, Jean Grosjean. Alors on ira voir avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Merci Alexandre Romanès. Merci de m'avoir écoutez, c'était avec plaisir. Et puis à tout de suite pour la dernière partie de l'émission. Ah, c'est pas fini? Eh ben non, vous voyez, c'est pas fini. Il y a encore un petit peu de temps. Très bien. À tout de suite. À tout de suite. Alors nous sommes toujours sur KTO dans Lumière intérieure avec vous, Alexandre Romanès. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience particulière des mots? Je l'ai vécu horriblement bien. Ah, tant mieux. Comme vous aimez le silence et la solitude finalement, vous étiez dans votre élément? Oui. Et vous n'aviez pas de prêtre en face pour vous dire que c'était bien de manger des confitures en les volant? Oui, c'est vrai. Alors avant, au tout début de cette émission, vous avez sorti une petite croix de votre cou. Ah oui. Alors peut-être pouvez nous raconter l'histoire de cette petite croix. Ça, quand je suis né, autour du cou, c'est rigolo parce que j'ai été baptisé, j'avais une dizaine d'années. Ah oui, oui, je me rappelle, mais oui, parce que, non, j'avais 8 ans, parce que quand il a été question que j'aille dans cette école tenue par des religieux, ils ont demandé mon acte de baptême. Et on s'aperçoit que je ne suis pas baptisé. Ah, et on l'ignorait. On l'ignorait. Et je me rappelle très bien de mon baptême, car pourquoi je me rappelle? Parce que je me suis battu avec mon cousin dans l'église. Et c'est pour ça que je me souviens de mon baptême. Autrement, je pense que je l'aurais oublié. Mais l'eau sur la tête, les paroles du prêtre, ça vous avez oublié? Ah oui, complètement. C'est drôle, la mémoire des enfants. Oui. Et donc pour votre père, c'était important que vous portiez cette croix? Oui, mon père était croyant, oui. Et qu'est-ce que ça avait comme sens pour lui, vous savez? Il était... comment dire? C'est curieux parce que
Mon père aussi ne connaissait pas la messe et il allait à l'église pour les enterrements et pour les mariages, uniquement. Et en même temps, il était très croyant. C'est vrai, il était... Mon père, il faisait pas n'importe quoi. Il avait une morale, il y a longtemps, j'ai lu, quand je lisais les présocratiques, avec les Spartiates, j'aimais mon père, les Spartiates, c'est des... À côté de mon père était plus dur qu'eux. C'était des petits rigolos à côté de votre père. Oui, ah oui. L'hiver, je me mettais en short, donc torse nu, les jambes nues, et je me lavais sous le robinet d'eau glacée. Et mon père trouvait ça normal. Moi, je lui disais pas. Alors, par contre, il y a une chose qui est très surprenante. Je n'ai jamais dit non à mon père. Jamais. Des fois, j'étais en désaccord avec lui. Intérieurement, je lui disais non. Mais pas extérieurement. Je n'ai jamais dit non à mon père. Jamais. Il avait une trop forte autorité, peut-être. Je pense que je n'aurais pas osé. Oui. Tout simplement. Quand mon père m'a dit, tu prends le fouet et tu te rentres dans la cage et je t'envoie les lions et les tigres, et il a vu sur mon visage, il m'a dit, ne me dis pas que tu as peur. Tu as grandi dans la ménagerie, tu les connais, les fauves. Et vous aviez peur. Et là j'ai dit, intérieurement, j'ai dit, père, il y a une grosse différence entre voir des fauves derrière les barreaux et voir des fauves sans barreaux. Mais j'ai pris le fouet et je suis rentré dans la cage. Et je ne lui ai pas dit non. Et vous aviez peur? Évidemment. La première fois, j'étais terrorisé. J'ai entendu mon cœur battre, que je ne l'avais jamais entendu. Je l'ai entendu. Il tapait dans ma poitrine. Ça ne m'étonne pas. Et vous avez réussi à surmonter votre peur? Ben oui, je me suis même habitué. Il y a eu un moment où, c'était naturel de faire un numéro avec des fauves. Vous sauriez refaire ça aujourd'hui? Non, et d'ailleurs dans mon cirque, il n'y a pas d'animaux. Oui. Je ne sais pas si on l'a dit, mais on est porte-maillot et on donne des spectacles actuellement. Voilà, donc maintenant, comme on va conclure cette je crois émission, que ça va être l'occasion de le dire. On ne l'avait pas dit. Oui, c'est important pour ceux qui vont se précipiter voir votre spectacle du mois de février, Vie nomade. Voilà. Donc porte-maillot et un cirque d'Igane, poétique, proche du public et plein de douceur et de courage, vous l'avez dit. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Alexandre Romanès. Vous nous avez fait voyager. Merci de m'avoir invité. Vous pourrez retrouver cette émission sur ktotv.com. Et on était très heureux de vous entendre parler de poésie, de silence et de Dieu. Et je sors bientôt un nouveau recueil de poèmes. Voilà, aux éditions Gallimard encore. Je suis sur 4 maisons d'édition. D'accord. Il y a Fata Morgana, il y a les éditions du Cerf, il y a Lettres Vives et il y a Gallimard aussi. Merci. Je n'ai pas encore choisi. À bientôt alors. Merci. À bientôt.